Le 4 quarts politique de la semaine, votre émission du dimanche matin, émission qui vous aide à analyser, à décrypter, à prolonger l'actualité de la semaine. Nos intervenants ce dimanche, Michel Taubman, i24 News et politique internationale, Anne-Sophie Seban, chercheuse et directrice de l'American Jewish Committee, Jean-Yves Camus, chercheur et politologue, et Denis Charbit, qu'on retrouvera tout à l'heure, professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Nous parlerons du clash entre Vladimir Poutine et Joe Biden, de la bipolarisation au Proche-Orient entre les deux blocs, des élections qui se tiennent en Israël mardi prochain, et nous parlerons du reconfinement 7 jours sur 7 dans 16 départements, dont l'Île-de-France. Et on va commencer, si vous voulez bien, par la crise sanitaire. Accélération de l'épidémie, Jean Castex en a parlé, il a même parlé d'une troisième vague. On approche des 100 000 morts, mais la situation se dégrade. La pression hospitalière est plus importante qu'au pic de la deuxième vague. Les écoles resteront ouvertes, les règles dans les lieux de culte sont inchangées. Quant à quant aux attestations, on ne sait pas très bien, on va en parler. En tout cas, c'est le retour du confinement pour vous, ou c'est un confinement qui n'est pas tout à fait un confinement, Jean-Yves Camus? C'est non pas le retour de quelque chose, mais l'entrée dans un système que je ne comprends pas très bien, dont je viens de mesurer en venant ici par le métro qu'il ne rendait pas les rames de métro vides, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui produit, en dehors même du fameux épisode de l'attestation incompréhensible, des situations qui sont quand même assez ubuesques. Je vais prendre un exemple. Admettons que vous souhaitiez, ce qui est en principe interdit, vous rendre de Paris à Deauville. Vous prenez donc votre voiture, vous allez traverser 2 départements qui sont confinés, pour atterrir dans un département, le Calvados, qui ne l'est pas. Si à partir de la gare de Deauville, département non confiné, vous choisissez d'aller au Havre avec les autobus que vous connaissez, vous allez passer dans un département confiné. Vous allez donc rencontrer des gens qui sont dans des situations administratives différentes, au regard de situations épidémiologiques qui sont différentes, et donc graves pour les départements confinés. Comment voulez-vous expliquer cela à quelqu'un qui est déjà, j'allais dire, un petit peu chamboulé quand même, psychologiquement par l'année de confinement que nous venons de subir, et qui surtout ne comprend pas ce qui est aujourd'hui notre principale faiblesse, à savoir que nous ne pratiquons pas la vaccination massive, qui est tout de même, et Israël l'a montré, la seule solution pour en sortir. Moi, ce que je retiens D'ailleurs, on le dit ce matin, on dit c'est un confinement qui n'est pas un confinement, et en plus, c'est un confinement qui n'est pas la clé. La clé, c'est la vaccination. La clé, c'est la vaccination. Il y a d'ailleurs quelque chose de très intéressant, c'est que ces dernières semaines, au vu de ce qui s'est passé en Israël, je n'ai pas trouvé un seul commentateur, quelle que soit son orientation politique, qui dise que ce qui s'est fait en Israël ne marche pas ou qu'il critique. Il y a là-dessus quelque chose d'éminemment positif. Mais on n'en sortira, que ce soit avec les vaccins d'origine américaine, ou pourquoi pas avec le vaccin russe, dont je crois personnellement en l'efficacité. On ne sortira pas de cet épisode sans avoir vacciné la totalité de la population adulte avant l'été. Je l'ai dit plusieurs fois lors d'autres interviews, si le président de la République manque ce pari-là, alors l'épisode 2022 risque d'être très compliqué pour lui. Alors, est-ce que, je me tourne vers vous, Anne-Sophie Seban, parce que vous êtes chercheur en relations internationales, est-ce que notre ami Jean-Yves Camus parlait à l'instant du vaccin chinois, est-ce que la pandémie va remodeler entièrement le rapport des forces géopolitiques dans le monde ? Ben, c'est vrai qu'on observe qu'il y a une vraie diplomatie du Covid, comme on en parlait tout à l'heure, et ce que vient d'évoquer Jean-Yves Camus, c'est intéressant, c'est-à-dire que pour nous, en tout cas, les rapports de force qui nous intéressent, notamment les relations entre l'Europe, le Moyen-Orient, les États-Unis, etc., on voit un inversement
un inversement des représentations et des exemples. Donc Israël devient aujourd'hui un exemple quand même. Alors, on ne l'entend pas forcément dans la bouche des hommes politiques, mais on voit de nombreux articles aujourd'hui dans la presse pour saluer le modèle israélien, la réussite de la vaccination. On suit de très près ce qui se passe en Israël pour voir comment la situation peut évoluer dans nos pays. Et c'est aussi un test fatidique, j'ai envie de dire, pour l'Union européenne, parce qu'on voit comment ça pose la question de l'efficacité, de la capacité de nos institutions européennes à faire face à de telles crises. Et si on n'y arrive pas, enfin, si l'Union européenne ne se remet pas de ça, si ce n'est pas une opportunité pour se mettre d'accord sur une politique sanitaire commune, ça pourrait être une opportunité, mais si elle n'est pas saisie, ça peut aussi signer la fin. En tout cas, c'est la version pessimiste, mais ça peut vraiment être très, très, très fatidique pour l'avenir de l'Union européenne. Michel Taubman, ça peut être une opportunité pour l'Europe? Écoutez, c'est vrai que pour l'instant, l'Europe, le premier bilan pour l'Europe, c'est un succès, un point positif, l'année dernière, qui remonte à l'année dernière, avec le plan de relance économique concerté, qu'il ne faut pas oublier, sur le plan économique. Sur le plan sanitaire, ce n'est évidemment pas un succès, puisque en voulant, non sans raison et à juste titre, je crois, adopter une politique concertée, une politique commune, les Européens, ne pas faire comme ceux qui se bousculent et marchent sur les autres pour avoir les premiers les vaccins, en étant trop européens, c'est-à-dire trop vertueux, c'est un peu la marque de fabrique de l'Europe aujourd'hui, eh bien les Européens ont raté le coche de la vaccination, car on critique beaucoup la France, mais la France est loin d'être la dernière en Europe, hein. Et ce qu'on remarque en France, c'est-à-dire un taux de vaccination qui est faible, 5 millions de personnes ont reçu la première dose, 3 millions la deuxième, c'est-à-dire que ça ne fait pas 10% de la population. C'est pas mieux dans les autres pays, c'est un petit peu mieux ici et là, mais l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tous les pays européens sont aujourd'hui dans des situations de reconfinement partiel ou total. Donc le vrai danger politiquement pour les partisans de l'Union européenne, c'est que évidemment ça va renforcer dans la perspective de 2022 les arguments des anti-européens, et notamment ceux qui diront non sans raison il fallait fermer les frontières. Il ne fallait pas fermer les frontières pour des raisons dogmatiques, mais il fallait fermer peut-être pour d'autres raisons plus pragmatiques, pour empêcher le virus d'entrer dès le début de la pandémie. Donc on est dans une situation où l'Europe a rien n'est totalement joué, rien n'est jamais définitif. C'est un long marathon, hein, mais l'Europe sera jugée sur sa capacité à rebondir économiquement, mais on ne peut pas rebondir économiquement si on prend du retard sur le plan sanitaire, et si ça commence à repartir aux États-Unis, si ça repart en Israël, si ça repart ailleurs, en Asie, et qu'en Europe, on est encore cet été à se débattre, à courir après les vaccins. Alors Eli Cohen disait, qui a fait un livre sur l'Europe face à la crise sanitaire, il disait une chose, il disait finalement l'Europe qui avait exclu la politique sanitaire de ses objectifs, et finalement un des résultats positifs, c'est que il a fait face en commun à la crise sanitaire, quels que soient les résultats de cette politique. Jean-Yves Camus. Oui, Clément Beaune le disait hier soir encore, effectivement, élaborer une politique sanitaire européenne. On y essaye. Pourtant, regardez comment ça s'est passé au moment de la suspension du vaccin AstraZeneca. Tout le monde n'a pas été sur la même ligne, tout le monde ne l'a pas réautorisé de la même manière. Les problèmes d'approvisionnement demeurent. Je pense que les attitudes face à l'entrée sur le marché du vaccin russe seront encore tout à fait différentes, puisque les Polonais, par exemple, ne veulent absolument pas en entendre parler pour des raisons qui me semblent ne rien avoir à voir avec la science. Donc moi, je mettrais beaucoup de modulo à cette affirmation. Anne-Sophie Seban.
J'ai rien à ajouter là-dessus. Je rejoins les deux précédents intervenants. Ok, alors on va marquer une pause. Le 4K revient dans un instant et on va commenter le clash entre Poutine et Biden. Le 4K politique de la semaine avec nos invités Michel Taubman, Anne-Sophie Seban, Jean-Yves Camus et Denis Charbit. On va commenter donc avec vous le clash entre Poutine et Biden, l'échange de noms d'oiseaux entre le président américain et le président russe. C'est pas tout à fait des noms d'oiseaux, mais enfin c'est du niveau de la cour de récréation. Biden disant que Poutine est un tueur et Poutine répliquant c'est celui qu'il dit qu'il l'est. Alors c'est vraiment la crise de la cour de récréation. Mais c'est quand même une crise diplomatique ouverte. Est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre froide? Anne-Sophie Seban. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on va vers une nouvelle guerre froide. En revanche, peut-être ce qu'on peut voir ici, c'est le déploiement de la nouvelle diplomatie, enfin de la diplomatie de la nouvelle administration Biden, qui commence avec des déclarations un peu musclées. Mais voilà, on sait que Biden veut redéployer une diplomatie qui repose sur deux volets, les valeurs, remettre les valeurs au cœur de la diplomatie américaine et le renforcement des partenariats avec ses alliés. Et on le voit face à la Russie, on le voit surtout aussi face à la Chine. Donc c'est réaffirmer un discours plus ferme vis-à-vis des régimes autoritaires. Il l'a fait de manière pas forcément très à droite, il faut le dire, vis-à-vis de Poutine. Mais maintenant, ces discours, c'est très bien, mais ça devra être suivi d'actions et notamment de coordination beaucoup plus stratégique avec les alliés, notamment européens, pour faire face à ces régimes. Jean-Yves Camus. Moi, j'attends la réaction de Joe Biden vis-à-vis de la Turquie, par exemple, qui vient de décider de sortir de la Convention internationale sur les droits des femmes. Je pense que quand on veut avoir une politique étrangère basée sur les valeurs, c'est une bonne occasion de l'affirmer. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas faire de la Russie l'unique, si j'ose dire, tête de turc de la diplomatie américaine. Ce qu'on a vu là, c'est sans doute un phénomène de décompensation par rapport à l'attitude antérieure de l'administration Trump. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Joe Biden doit s'inscrire en creux contre ce qu'il faut bien appeler la complaisance, et peut-être même davantage, d'un certain nombre d'officiels de l'administration Trump vis-à-vis des États-Unis. J'espère que ça ne durera pas, mais je crois qu'il faut bien se mettre dans la tête que quels que soient les coups durs qui sont portés aux droits de l'homme en Fédération de Russie, tant que Vladimir Poutine sera de ce monde et sera à la tête de l'État, rien ne bougera. C'est très triste, mais c'est comme ça. Le pouvoir russe tient les manettes de manière très ferme. L'opposition, dont nous avons l'impression, vu d'ici, qu'elle a un réel pouvoir et une réelle audience, a effectivement une audience dans les grandes villes, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans quelques autres. Mais quand on va dans la Russie profonde, très honnêtement, quoi qu'on en pense par ailleurs, l'adhésion au régime est assez forte, et je ne pense pas que le changement de l'intérieur puisse intervenir de sitôt. Donc soyons réaliste, c'est aussi ça la politique étrangère. Il faut que les États-Unis arrivent à trouver un dialogue serein avec la Russie, étant entendu que du côté russe, il faut arriver à ne plus se mêler des affaires électorales des autres pays. Michel Taubman. C'est vrai que les propos de Biden, d'abord, répondent à une question. C'est-à-dire que si vous, Shlomo Malka, on vous interviewe et on vous demande, on vous dit est-ce que Michel Taubman et Jean-Yves Camus et Anne-Sophie Seban sont des gens formidables, vous devez répondre par oui et par non, et vous répondrez oui, je suppose. Sans hésitation. Voilà, bon, voilà. Là, on lui demande est-ce que c'est un tueur. Il n'allait pas dire non, il aurait pu être plus nuancé. La formule est évidemment pas du tout diplomatique. Sur le fond, il y a évidemment de la politique intérieure. C'est-à-dire que Biden mène une politique de gauche sur le plan économique, avec ce plan de relance de 1900 milliards de dollars. C'est une politique plus à gauche même que celle d'Obama, en tout cas peut-être justifiée par la sortie de la crise du Covid, avec des aides sociales, avec même la question d'un impôt sur les grandes fortunes qui se pose aux États-Unis. Donc sur le plan, donc ce qui va
de pair avec cette politique plus à gauche sur le plan social, c'est aussi redire que l'Amérique, c'est le pays des droits de l'homme, et ça, il l'a fait pour l'Arabie Saoudite, mais ça ne mange pas de pain. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause, par exemple, la relation avec l'Arabie Saoudite, le fait que Biden ait pris ses distances avec MBS. Là, pour la Russie, il y a évidemment la nécessité de se distancier de Trump, de rompre avec l'ère Trump, mais il y a aussi quand même une réalité sur le terrain, c'est le fait que la Russie, aujourd'hui par exemple au Proche-Orient, puisque ici sur cette radio on parle souvent du Proche-Orient, c'est vrai qu'il y a des blocs qui se reconstituent. Il y a le bloc israélo-arabe qui est en train de se constitué avec les accords d'Abraham. On parle de 4 nouveaux pays qui pourraient rejoindre ces accords. Et absolument, il faut les citer. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Denis Chabit. Mais ces pays sont l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman, la Mauritanie et le Qatar. Alors on ne sait pas. On ne sait pas encore si c'est une annonce électorale ou si c'est dans la suite logique des choses. Les deux, c'est-à-dire que Netanyahou anticipe à 3 jours des élections, il a 2 jours des élections, il anticipe évidemment, mais il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit, et la normalisation avec l'Arabie Saoudite n'est pas officielle, il y a encore des obstacles à lever, mais elle est dans les tuyaux. Donc voilà. Donc de ce point de vue, il y a des blocs qui se reconstituent. On parle beaucoup des relations entre l'Iran et les États-Unis pour régler la question nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus maîtres du jeu. Par exemple, par rapport à l'Iran, c'est plus la position de la Chine et la position de la Russie qui permettront de trouver une issue diplomatique que le seul face-à-face entre l'Iran d'un côté, les Américains et les Européens de l'autre, même si c'est bien et c'est beau qu'on dialogue et qu'on discute. Mais la situation a changé et c'est vrai qu'il y a à nouveau une bipolarisation Est-Ouest avec d'un côté la Russie, la Chine et leurs alliés et de l'autre les États-Unis qui sortent quand même affaiblis de l'ère Trump. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, je me tourne vers Anne-Sophie Seban et Jean-Yves Camus, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de bipolarisation au Proche-Orient? D'un côté, un front israélo-arabe avec un soutien américain et de l'autre, l'Iran protégé par la Chine avec une Russie dont on ne sait pas très bien où elle se situe dans cette configuration. Anne-Sophie. Oui, là-dessus, je crois que je suis assez d'accord avec M. Thoman. C'est ce qu'on voit se dessiner depuis quelques années et ça se confirme. Sur les 4 prochains possibles accords de paix, je pense qu'il faut faire attention. Effectivement, c'est les deux. C'est évidemment l'enjeu électoral pour Netanyahou. Et par ailleurs, parce que par ailleurs, on sait que ça va prendre plusieurs mois. C'est pas du tout du jour au lendemain que ces 4 États qui sont visés. Et ça fait sens qu'il ait parlé de cela, évidemment. C'est possible, mais ça va prendre des mois. Et surtout, d'un pays à l'autre, ce sera pas le même genre de normalisation qu'on va voir, mais sûrement en fonction des pays. Par exemple, avec le sultanat d'Oman, ce sera plutôt visiblement une normalisation des relations économiques et business, mais pas du tout encore une normalisation politique. Sur le Qatar, c'est intéressant aussi de voir la réconciliation récente avec l'Arabie Saoudite. Là aussi, les États-Unis ont un intérêt, et je rejoins Michel là aussi, vis-à-vis de l'Iran, parce que les États-Unis ne peuvent plus tout seuls résoudre le problème iranien. Et il y a aussi l'idée que dans les mois à venir, de faire intervenir les pays du Golfe plus nombreux dans ces négociations. Je ne veux pas... Jean-Yves Camus. C'est effectivement le danger iranien qui soude tout ce bloc. Mais pour ma part, et quitte à paraître un peu rabat-joie, je saluerai véritablement l'émergence de ce nouveau bloc quand, petit 1, l'Arabie Saoudite aura cessé d'être le pays qui exécute le plus grand nombre de prisonniers tous les ans, plus de 600 en moyenne, et deuxièmement, quand la propagande salafiste aura cessé d'inonder notamment l'Europe, à partir en particulier de l'Arabie Saoudite ou du Qatar. Si on veut parler des valeurs, je pense que ça en fait partie aussi.
Alors, on va dire un mot quand même, puisqu'on parlera plus longuement des élections en Israël dans un instant avec Denis Charbit, mais en France, les élections sont encore loin, mais je me tourne vers vous, Jean-Yves Camus, parce que vous êtes spécialiste de ces choses-là. Dans les sondages, Madame Le Pen apparaît en assez bonne place dans tous les sondages ces jours-ci. Marine Le Pen a, selon les sondages, un socle de second tour qui oscille entre 47 et 48%, et elle céderait le pas au candidat qui l'affronterait d'entre 3 et 4%, c'est-à-dire à peu près dans la marge d'erreur des sondages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que l'abstention sera absolument décisive, mais qu'il n'est pas certain qu'on puisse refaire aux électeurs, si j'ose dire, le coup de 2002 et de 2017, aller aux urnes, le danger Marine Le Pen menace, certains n'y retourneront pas. Et d'autre part, ça veut dire que le Front National n'est pas prêt de quitter la vie politique. Moi, ça fait 30 ans que je suis ce parti. J'ai entendu de nombreuses fois prédire la fin de ce parti parce qu'il n'arrivait pas au pouvoir. Et je constate que toutes les tactiques, diabolisation, Front républicain, argumentation, ont échoué à le réduire. Donc il faut se préparer à un combat de longue haleine. Je pense qu'au final, les Français trouveront encore que Marine Le Pen a ce qu'on appelle un déficit de présidentialité, c'est-à-dire un manque de capacité à assumer la plus haute charge de l'État, notamment parce qu'elle manque d'un entourage crédible. Mais ce qui était certain il y a 6 mois l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et vous pensez néanmoins, au vu des sondages, je sais bien qu'on est encore à plus d'un an, mais qu'on s'achemine vers la même affiche au fond qu'il y a 5 ans? Oui, on s'achemine a priori vers un premier tour où Marine Le Pen, selon les sondages actuels, serait légèrement en tête par rapport à Emmanuel Macron, et à un remake du second tour de 2017, mais avec une marge entre les deux candidats qui sera beaucoup plus faible cette fois-ci que la fois précédente.